L'ancien Hollywood était bien sûr aussi sujet au scandale que le monde du spectacle contemporain. Bon nombre des stars les plus célèbres et appréciées de l'âge d'or d'Hollywood, qui faisaient sale comble, se sont retrouvés écartés des grands films pour des raisons qui pourraient irriter, bouleverser ou attrister les fans d'aujourd'hui. Voici quelques anecdotes sur le showbiz qui se sont avérées vraies. Les acteurs tragiquement et choquamment licenciés de films. Laurence Olivier n'était pas assez bon. Laurence Olivier est presque universellement considéré comme l'un des meilleurs acteurs du XXe siècle. Émergeant dans le monde théâtral du Royaume-Uni, les plus prestigieux prix de théâtre de ce pays portent son nom, et il a été anobli par la reine Élisabeth II pour ses services rendus aux arts. Il a finalement obtenu 11 nominations compétitives pour les Oscars, remportant le prix de l'interprétation pour sa version autoréalisée du Hamlet de William Shakespeare en 1948. Mais tous ces éloges sont venus bien après dans la carrière d'Olivier. Au début des années 1930, Olivier a commencé sa carrière dans le cinéma, obtenant des rôles dans des films comme Friends and Lovers, The Yellow Ticket et Queen Christina, un biopic sur la monarque suédoise du XVIIe siècle. Olivier était nouveau dans le cinéma et son manque de réputation le précédait. La star de Queen Christina, Greta Garbo, avait accepté le casting d'Olivier en tant que premier rôle romantique Don Antonio, mais ensuite elle a tourné une scène d'amour avec lui et elle a décidé qu'il devait partir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler avec Garbo, et je n'étais tout simplement pas à la hauteur. Je n'étais pas assez bon pour elle, a déclaré plus tard Olivier dans une interview télévisée, mais elle était une maîtresse absolue de son art, et elle était une grande figure et avait une image énorme auprès du public. John Gilbert, le costard fréquent de Garbo à l'époque du cinéma muet, finirait par incarner Don Antonio. Joan Crawford a été tellement taquinée qu'elle est tombée malade. Chut, chère Charlotte. Un thriller de 1964 produit par 20th Century Fox sur une femme rendue folle par les secrets de famille devait mettre en vedette Bette Davis et Joan Crawford. Elles avaient déjà joué ensemble dans le film d'horreur similaire de 1962. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Tout comme leurs personnages dans ce film étaient des rivaux violents, Davis et Crawford ressentaient une animosité similaire l'une envers l'autre. Pendant le tournage de Hush, Sweet Charlotte, Davis se plaignait fréquemment et bruyamment de Crawford, en face d'elle et au personnel. Par exemple, Davis a critiqué le travail de personnage de Crawford au milieu d'une répétition avec le réalisateur Bob Eldridge. Crawford a resté dans sa loge autant que possible. Elle a tellement intériorisé le stress qu'elle est tombée physiquement malade et s'est éloignée du tournage lorsqu'elle a été admise au Cedars of Lebanon Hospital à Los Angeles avec de la fièvre et une toux. La production a continué sur Hush, Sweet Charlotte du mieux qu'elle pouvait sans l'une de ses stars. Fox risquait de perdre $50,000 chaque jour. L'hospitalisation de Crawford entraîna des retards et l'assureur du film lança un ultimatum au cinéaste. Trouver un nouvel acteur pour remplacer Crawford ou abandonner le film. L'ancienne est devenue la solution, avec Olivia de Havilland engagée à l'instigation de Davis. Crawford apprit qu'elle avait été renvoyée lorsque la chroniqueuse de potins d'Hollywood Dorothy Manners l'appela dans sa chambre d'hôpital et lui demanda comment cela faisait d'être renvoyée et remplacée. Clara Bow a demandé à être licenciée après un procès horrifique. L'image populaire et durable d'une jeune femme américaine indépendante à l'ère du jazz des années 1920, communément appelée flapper, est en grande partie grâce à Clara Bow. Connue comme lead girl d'Hollywood à l'époque, l'actrice à la mode et symbole sexuel attirait les foules dans l'industrie du cinéma muet et des débuts, jouant dans des dizaines de films, y compris True to the Navy, Her Wedding Night, Love Among the Millionaires et Wings, le premier lauréat de l'Oscar du meilleur film. En 1930, Bow a cédé le contrôle de sa vaste fortune à Daisy DeVoe, sa secrétaire, un arrangement qui a duré moins d'1 an. Bow a licencié DeVoe, qui a répondu en volant $20,000, des documents financiers, des lettres et des bijoux de l'actrice, puis a annoncé son intention de porter plainte pour salaire impayé. Ce procès n'a pas eu lieu, mais un procès dramatique a eu lieu après que DeVoe ait été inculpé de 37 chefs d'accusation de vol qualifié. Les habitudes de dépenses de Bow ont été révélées au cours des procédures, tout comme des extraits des lettres très personnelles volées par DeVoe lorsqu'elles ont été versées au dossier comme preuve. Profondément embarrassée par les preuves, Bow s'est admise au sanatorium de Glendale, un hôpital psychiatrique, en mai 1931. À sa demande, et présentée publiquement comme une décision mutuelle, Paramount a renvoyé Bow de son prochain film, City Streets. Bow a pris sa retraite du cinéma et est parti vivre au Nevada,
ranch de son mari, l'acteur Rex Bell. Le diagnostic bipolaire de Vivien Leigh l'empêchait de travailler. L'actrice britannique Vivien Leigh aurait surpassé plus de 200 femmes pour incarner Scarlett O'Hara dans l'adaptation cinématographique de 1939 de l'épopée de la guerre de sécession de Margaret Mitchell. Autant en emporte le vent, lauréate du prix Pulitzer. Elle remporta un Oscar de la meilleure actrice et un autre pour son rôle de Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir en 1951. Moins d'un an après avoir remporté son deuxième Oscar, la carrière de Leigh était en péril à cause de problèmes de santé difficiles à gérer. Selon The Hollywood Reporter, Leigh a commencé à démontrer des symptômes de troubles bipolaires ou dépression maniaque via Healthline à la fin des années 1930, traversant à un moment des épisodes d'extrémisme comportemental sur le tournage de Autant en emporte le vent. Sans médicaments efficaces encore disponibles pour équilibrer ses humeurs, Leigh était sujette à des moments de manie et de tristesse. Son comportement était si triste et perturbant pour les producteurs de Elephant Walk qu'ils ont fait venir son mari, Laurence Olivier, sur le tournage du film au Sri Lanka. Il n'a pas pu aider et peu de temps après, le tournage a été déplacé à Los Angeles. Les épisodes de santé mentale ont continué d'affecter Leigh, où elle souffrait de crises de dépression extrême et lançait des attaques verbales ponctuées de jurons envers d'autres personnes sur le plateau. Les producteurs ont de nouveau sollicité de l'aide extérieure auprès d'associés acteurs. David Niven a immobilisé Leigh pendant qu'une infirmière administrait une dose de sédatif par voie intraveineuse. Après cela, Leigh a été renvoyée et est retournée chez elle à Londres, et Elizabeth Taylor a finalement joué dans Elephant Walk. George C. Scott est arrivé en retard. Après des dizaines de rôles principalement dans des épisodes individuels de séries télévisées et d'anthologies, George C. Scott semblait prêt à consolider son passage substantiel de l'acteur de personnage du petit écran à la vedette du grand écran au milieu des années 1960. Après s'être fait connaître en tant que général déséquilibré Buck Turgidson dans la comédie satirique sur la guerre froide de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, nominé à plusieurs Oscars, Scott était prêt à jouer aux côtés d'Audrey Hepburn dans la comédie de cambriolage de 1966, How to Steal a Million. Le réalisateur de ce film, William Wyler, était parmi les cinéastes les plus estimés et puissants à Hollywood. Lauréat de 3 Oscars pour le meilleur réalisateur avec 12 nominations au total, Wyler accordait beaucoup d'importance à la ponctualité sur ses projets. Le tout premier jour de tournage, Scott est arrivé avec 1 heure de retard sur le plateau. Wyler a dit au producteur Lawrence Turman, selon les mémoires de ce dernier, « So you want to be a producer? » Je l'ai renvoyé immédiatement. Le studio est devenu fou. Ils m'ont supplié de reconsidérer, mais j'ai tenu bon. Spencer Tracy est devenu ivre et insistant. Fox Film Corporation a produit le film d'horreur de 1935 Dante's Inferno, inspiré du poème narratif du XIVe siècle, La Divine Comédie. Jouant le rôle de l'exploitant de fêtes foraines moralement flexible Jim Carter, l'acteur sous contrat Spencer Tracy, apparaissant dans son 25e film pour Fox depuis 1930. Quelques années avant ses 2 Oscars consécutifs du meilleur acteur pour Capitaine Courageux et Des Hommes sont nés, Tracy n'avait pas encore beaucoup de poids dans l'industrie cinématographique, mais il a quand même essayé d'influencer des changements sur le tournage de L'Enfer de Dante, insistant pour que les cinéastes réécrivent le scénario à son goût. À un moment donné, Tracy a commencé une bagarre physique avec le réalisateur Harry Lackman, et dans une tirade émotionnelle, il aurait détruit les accessoires, décors et lumières à proximité immédiate avant que les agents de sécurité ne puissent le maîtriser. Lors de cet incident particulier, Tracy s'était présenté au travail extrêmement ivre. Après la fin du tournage, les dirigeants de Fox ont rencontré Tracy et l'ont averti de se comporter correctement sur son prochain film. L'acteur a immédiatement trouvé un bar et après avoir bu pendant 4 heures est retourné au bureau de Fox et a confronté ses patrons. Ils ont immédiatement mis fin à son contrat. Robert Mitchum s'est battu. Dans des films comme Cape Fear, La Nuit du Chasseur et Pain des Mois haut et court, l'acteur dur Robert Mitchum jouait souvent des personnages intimidants et inapprochables. Il était prêt à jouer dans Blood Alley de 1955 en tant que capitaine américain d'un navire marchand qui aide des paysans chinois à s'enfuir à Hong Kong. Il n'a pas duré longtemps sur le film. Robert Mitchum a été renvoyé après avoir retardé la production et refusé de s'excuser pour avoir créé des désaccords parmi le personnel de production. Un communiqué de presse diffusé par Warner Brothers disait à l'époque, via Robert Mitchum, « Baby I don't care par Lee Server ». Les journalistes de cinéma sont descendus sur le plateau de Blood Alley à San Rafael, en Californie, où l'un d'entre eux a entendu un membre de l'équipe commenter que Mitchum était sous l'influence de drogue, marchant toujours environ 15 cm au-dessus du sol.
Il a frappé un gars, un des chauffeurs, l'a jeté dans la baie, a failli le tuer. Dans le sillage du licenciement et des spéculations, Mitchum a raconté sa version de l'histoire lors d'une conférence de presse tenue dans sa chambre de motel. C'était tout le résultat de mon soutien au petit gars, a dit Mitchum, habillé en sous-vêtements et buvant du vin à même la bouteille. Je veux qu'il soit bien traité. Mitchum avait apparemment défendu certains ouvriers de l'équipe qui ne recevaient pas les produits d'hygiène nécessaires de Warner Brothers. Et selon lui, une confrontation à ce sujet était devenue violente. À la place, jouant dans Blood Alley, John Wayne, l'apparence de Clint Eastwood, a offensé les dirigeants. Pour le meilleur ou pour le pire, devenir une star de cinéma concerne autant l'apparence que le talent d'acteur pur ou la qualité de la performance. Les acteurs conventionnellement attirants sont souvent propulsés sur la liste A par les studios de cinéma, les réalisateurs et les publics réceptifs, parce qu'ils possèdent une qualité de star difficile à définir, en ce qu'ils ressemblent simplement à ce qu'une star de cinéma devrait ressembler. Clint Eastwood, un acteur rentable et une grande star de cinéma depuis les années 1960, a commencé comme figurant à Hollywood dans les années 1950, et sa carrière a failli se terminer avant de vraiment décoller parce que certains dirigeants pensaient qu'il n'avait pas les attributs physiques nécessaires pour devenir une vedette de cinéma. En 1959, Universal Studios a mis fin à son accord contractuel avec Eastwood et son ami, l'aspirant acteur Burt Reynolds. Il a été licencié parce que sa pomme d'Adam ressortait trop. Il parlait trop lentement. Reynolds a déclaré dans Larry King Live sur CNN en 2000, et il avait une dent ébréchée qu'il ne voulait pas faire réparer. Loretta Young a essayé de défier le système des studios. Cela aurait été extraordinairement scandaleux et potentiellement la fin de carrière pour une actrice hollywoodienne de premier plan non mariée dans les années 1930 d'avoir un enfant. Selon une interview de BuzzFeed News avec la belle-fille de Loretta Young, en 1935, l'actrice est tombée enceinte à la suite d'une agression sexuelle par la mégastar Clark Gable, son co-vedette dans Call of the Wild. Fox a exigé que Young avorte clandestinement la grossesse. En tant que catholique romaine et opposée au contrôle des naissances et à l'avortement, Young a refusé. Ainsi, le studio, auquel elle était contractée comme actrice, inventa une histoire selon laquelle Young se rétablissait d'une maladie non précisée en Europe. Young est ensuite discrètement rentrée chez elle à Los Angeles et a donné naissance à une petite fille, qu'elle a ensuite officiellement adoptée 19 mois plus tard. Sa carrière de nouveau sur les rails, en 1939 grâce à la ruse du succès, Young refusa encore une fois de faire ce que son studio voulait, et sa carrière en souffrit. Fox lui proposa un contrat de 5 ans d'une valeur de $2 millions, et Young refusa de signer. En essayant de contourner le système de contrat, Young chercha à signer des accords avec des studios individuels. Cela ne fonctionna pas. Indésirable pour presque tous les studios à Hollywood, pas seulement Fox, pour avoir défié leur manière de faire des affaires, Young n'a pu décrocher un rôle que dans un seul film, entre 1939 et 1941, Éternellement vôtre, pour United Artists. Ronald Reagan a détruit son studio. Dans les années 1930 et 1940, Ronald Reagan était un acteur sous contrat avec Warner Brothers. N'étant jamais un grand succès au box-office, ni un acteur particulièrement acclamé, Reagan a principalement tenu la vedette de films de série B deuxième zone comme La Voix de la Tortue, Stallion Road et Santa Fe Trail. En 1950, Reagan en avait assez des travaux sans défi, et il l'a dit au journaliste Bob Thomas. Il avait dû s'abstenir de faire des films pendant la majeure partie de 1949, après s'être blessé à la jambe, et il prévoyait de prendre un nouveau tournant dans son travail. Après avoir passé la majeure partie de l'année dernière à l'été, je vais me concentrer sur ma carrière en 1950, a déclaré Reagan à Thomas à l'époque, via Go Upstate. Et il y aura des changements. Je vais choisir mes propres films. J'en suis venu à la conclusion que je peux faire un aussi bon travail de sélection que le studio. Cette interview fut rapidement publiée, et elle arriva sur le bureau de Jack Warner, le directeur de Warner Brothers, l'employeur de Reagan. Furieux que Reagan critique les films de son studio, il écrivit à l'agent de Reagan, Lew Wasserman, pour confirmer la véracité de l'interview. Tout était vrai, et donc plus tard cette année-là, lorsque le contrat de Reagan est venu pour renouvellement, Warner a délibérément refusé de le renouveler. Reagan est parti pour Universal, considéré à l'époque comme un studio de deuxième catégorie, où il a tourné la comédie Bonzo Goes to College, jouant aux côtés d'un chimpanzé. Gene Kelly s'est mis en colère et s'est blessé. Gene Kelly a dominé le monde des comédies musicales à gros budget des années 1940 et 1950. Non seulement il a joué dans des films tels que Anchors Away, Un Américain à Paris et Singin' in the Rain, mais il a aussi imaginé et chorégraphié les numéros de danse élaborés de ces films. Quand le danseur expert
La danse était un élément majeur des divertissements sur grand écran au milieu du XXe siècle. Le seul véritable rival de Kelly était Fred Astaire, et en 1947, il a perdu un rôle au profit de l'autre grand danseur, acteur et chanteur masculin de Hollywood, en raison d'une blessure qu'il s'était lui-même infligée. Le tournage de Easter Parade devait commencer en octobre 1947, et Kelly avait l'intention de passer 2 mois à préparer et chorégraphier les séquences de danse du film. Le jour où le scénariste Sidney Sheldon a remis le script final au cinéaste, il a été informé que Kelly s'était cassé la jambe. Kelly a dit aux dirigeants du studio MGM qu'il s'était blessé en répétant ses mouvements de danse. C'était un mensonge pour sauver la face. Il s'était en fait fracturé la cheville lors d'un match de volley-ball avec des amis. À chaque point que son équipe perdait contre l'adversaire, Kelly devenait plus en colère, finissant par donner un coup de pied si fort contre le cadre d'une porte voisine qu'il s'est cassé un os. Kelly a demandé à MGM de se débarrasser de lui et de l'amener à Astaire. Judy Garland n'était pas en assez bonne santé pour jouer. Pendant une grande partie de la décennie, Judy Garland a été l'interprète de choix de MGM pour les grandes comédies musicales. Actrice captivante et chanteuse extrêmement talentueuse, Garland a joué dans plusieurs films classiques de chant et danse, dont Le Magicien d'Oz en 1939 et Meet Me in St. Louis en 1944. Lorsque MGM, le studio avec lequel Garland avait un contrat pendant une décennie et demie, a entamé la production de la comédie musicale de 1948, le pirate, Garland a été choisi pour le rôle principal de Manuela. Pendant le tournage, Garland, qui luttait depuis longtemps contre la toxicomanie, a complètement rechuté, s'appuyant sur une variété de médicaments pour dormir et pour rester réveillé. Cela a aggravé les problèmes de santé mentale de Garland. L'actrice négligeait de se présenter au travail ou refusait de quitter sa loge si elle le faisait. Après le tournage, elle a intégré un centre de santé mentale et, à son retour à Hollywood, a commencé à travailler sur la comédie musicale Annie Get Your Gun. Garland a été choisie pour le rôle principal, la tireuse d'élite du Far West Annie Oakley. Son hospitalisation n'avait pas, selon les dirigeants de MGM, ramené Garland à son apogée. Après un mois de tournage, le studio a renvoyé Garland et a fait venir Betty Hutton. La raison ? Elle est arrivée en retard sur le plateau trop de fois, parfois en état d'ébriété, semblait avoir pris du poids et paraissait généralement trop fatiguée et peu fiable. Ray Milland a refusé un rôle. Signé pour un contrat de 7 ans en 1934, Ray Milland est devenu un acteur principal polyvalent pour Paramount Pictures, jouant presque toujours dans des films commercialisés comme légers, tels que des comédies, des westerns et des aventures. C'était quelque peu surprenant même pour Milland lui-même lorsque Paramount a choisi l'acteur pour Le Poison, un drame sombre et difficile sur un écrivain alcoolique qui s'engage dans une session de beuverie de 4 jours. « Je n'étais pas du tout sûr d'être prêt pour ça », a déclaré Milland à propos du film avant le début du tournage. Il a perdu du poids pour le rôle, s'est enivré en public pour de vrai et a passé la nuit dans une section de l'hôpital de New York pour les alcooliques sans abri. Milland a été bien récompensé pour son rôle avec un Oscar du meilleur acteur en 1946. Il pensait avoir transformé sa carrière et être passé à des rôles plus sérieux. Mais ses patrons chez Paramount Pictures n'étaient pas forcément d'accord. En 1948, le studio lui a ordonné de jouer dans un thriller intitulé Bride of Vengeance. Milland a refusé de se présenter sur le plateau, disant à Paramount qu'il pensait que le rôle était en dessous de lui et que le film résultant ne serait pas très bon. Paramount a suspendu l'acteur pendant 2 mois et dans Bride of Vengeance a remplacé Milland par l'acteur John Land. Marilyn Monroe ne s'est pas présentée trop souvent. Marilyn Monroe est devenue une légende dans les années 1950 avec des rôles d'objets de désir dans des comédies comme Les hommes préfèrent les blondes, Comment épouser un millionnaire et Certains l'aiment chaud. En 1962, elle a commencé à travailler sur Something's Got to Give de 20th Century Fox. Monroe sortait d'une pause d'1 an passé à se remettre d'une ablation de la vésicule biliaire et de chirurgie pour endométriose, luttant contre une dépendance aux drogues et une hospitalisation pour dépression. Sur le plateau de Something's Got to Give, Monroe avait du mal à se souvenir de ses répliques, et les membres de l'équipe ont noté qu'elle semblait être à la fois fortement droguée et profondément déprimée. Mais c'était si Monroe était présente. Elle se déclarait plus souvent malade qu'elle ne se montrait, ses absences étant justifiées par des notes de ses médecins. En mai 1962, après ne pas s'être présentée sur le plateau pendant plusieurs jours en raison de maladie, Monroe a chanté une version sexy de Joyeux anniversaire au président John F. Kennedy, avec qui elle avait peut-être eu une liaison lors d'un événement à New York.
Le réalisateur de Something's Got to Give, George Cukor, qui avait donné à Monroe le feu vert pour y assister des semaines plus tôt, est devenu si en colère qu'il a fait licencier l'actrice par Fox pour ses fréquents et absences. Le studio lui a alors intenté un procès pour rupture de contrat de 750 000 $. Des mois plus tard, Fox ramena Monroe après que son costard Dean Martin ait refusé de travailler avec la remplaçante Lee Remick. Mais avant que le tournage ne reprenne, Monroe fut retrouvée chez elle, morte à l'âge de 36 ans d'une overdose mortelle de médicaments, probablement intentionnelle. Buster Keaton ne travaillait pas bien avec son studio, connu sous le nom de Grand Visage de Pierre pour ses réactions stoïques face à la folie qui entourait ses personnages. Buster Keaton était l'une des figures les plus populaires du cinéma muet. Après des succès comme The General et Steamboat Bill Jr., la popularité de Keaton avait quelque peu diminué alors que les films sonores prenèrent le dessus. Et en 1928, il a signé un contrat exclusif avec le studio MGM. L'exécutif Irving Thalberg a assigné un employé du studio pour superviser les films de Keaton, ainsi qu'une équipe entière d'écrivains et d'autres membres de l'équipe pour les projets du comédien. MGM produisait des films dans ce système efficace et stratifié, et Keaton n'y était pas habitué, car dans le passé, il avait bénéficié d'un contrôle créatif total et du pouvoir de recrutement. Pendant les 4 années passées à travailler dans le domaine de MGM, Keaton est devenu de plus en plus malheureux et se sentait étouffé sur le plan créatif. Il a fait face à son mécontentement en buvant beaucoup, notamment sur le plateau. En 1932, le dirigeant et cofondateur de MGM, Louis B. Mayer, s'est invité à une fête particulièrement intense et arrosée, présidée par Keaton dans sa propre loge. En ressentant Mayer et en percevant la présence indésirable de l'exécutif, ainsi qu'une flopée d'amis de Mayer et leurs accompagnateurs, comme une autre instance d'ingérence du studio, Keaton explosa et expulsa son patron et ses associés de la fête. Quelques jours plus tard, Keaton refusa d'assister à un événement important de relations publiques de MGM. 2 jours après cela, Metro-Goldwyn-Mayer a licencié Keaton et a commencé à pourchasser agressivement les frères Marx pour en faire ses nouveaux comédiens vedettes. Lita Grey est tombée enceinte du bébé du réalisateur. Icône du cinéma muet, Charlie Chaplin a écrit et réalisé beaucoup de ses films, y compris la comédie d'aventure de 1925 La ruée vers l'or. Il a aussi joué le rôle du prospecteur solitaire, une variation de son célèbre personnage de vagabond malchanceux. Chaplin a confié le seul rôle féminin significatif dans La ruée vers l'or à Lita Grey, de son vrai nom, Lilita McMurray, qui à l'époque n'avait joué que dans 2 films, The Idle Class et The Kid. Ils étaient à tous 2 des films de Chaplin, et Grey avait environ 12 ans quand ils ont été produits. Elle avait 15 ans lorsque Chaplin lui a fait signer un contrat, l'a placée dans La ruée vers l'or, et a commencé une relation avec elle. 6 mois après le début du tournage, Grey est tombée enceinte de l'enfant de Chaplin. Pour éviter des accusations de viol sur mineurs, Chaplin a épousé Grey lors d'une cérémonie secrète au Mexique. L'agent publicitaire de Chaplin, Jim Tully, a dit aux journalistes que Grey avait quitté non seulement The Gold Rush, mais aussi le métier d'actrice, souhaitant passer ses journées à choyer son nouveau mari. Le monde n'était pas encore au courant que Grey était enceinte ou était tombée enceinte hors mariage. Comme elle montrerait des signes physiques au fur et à mesure du tournage, Chaplin avait en fait renvoyé sa femme adolescente de La ruée vers l'or, et l'avait ensuite remplacée dans le film par l'actrice Georgia Hale. Bela Lugosi a refusé d'être un monstre méconnaissable. Universal Pictures devait une grande partie de la renaissance du film d'horreur du début des années 1930 à l'acteur Bela Lugosi, qui est devenu une sensation après avoir joué dans Dracula, 1931. Avec son accent hongrois saisissant, ses yeux intenses et une présence d'un autre monde. Lugosi est rapidement devenu associé à des rôles sophistiqués et menaçants. Naturellement, Universal voulait tirer parti de sa nouvelle renommée et le studio avait initialement l'intention que Lugosi interprète la créature dans sa prochaine grande production d'horreur, Frankenstein, également en 1931. Cependant, jouer le monstre de Frankenstein était bien différent de jouer le comte Dracula. Sur le plateau, Lugosi découvrit que le rôle n'était presque rien de ce qu'il avait imaginé. Au lieu de lui donner des répliques qui lui permettraient de séduire ou de terrifier par la parole, ou de lui accorder une allure subtile et grandiose digne d'un premier rôle, le monstre était conçu comme un brute massive et inarticulée, une figure silencieuse et lourdement maquillée dont le visage resterait pratiquement caché sous des couches de prothèses horribles. Lugosi, un acteur européen formé de manière classique, qui était fier de ses capacités dramatiques, a rechigné à l'idée d'être réduit à un muet balourd. Il aurait affirmé qu'un tel rôle était en dessous de ses talents. En conséquence,
Lugosi s'est disputé avec les cinéastes et a résisté aux essais de maquillage qui l'auraient rendu méconnaissable. Il estimait que ce genre de rôle ne ferait pas seulement échouer à mettre en valeur ses talents, mais nuirait aussi à l'image de star qu'il avait soigneusement cultivée. En fin de compte, les producteurs et le réalisateur James Whale ont conclu que la sensibilité de Lugosi, ou son ego, comme le suggèrent certains récits, le rendait peu adapté au projet. Universal a renvoyé Lugosi de Frankenstein et l'a remplacé par un acteur de caractère anglais alors peu connu nommé Boris Karloff, qui a adopté à la fois le maquillage et le pathos de la créature silencieuse et tragique. Le licenciement s'est avéré ironiquement bénéfique pour tout le monde, sauf Lugosi. Karloff est devenu une icône instantanée. Frankenstein est devenu un classique de l'horreur, et le monstre est entré dans l'histoire du cinéma. Le refus de Lugosi de disparaître derrière un maquillage monstrueux pourrait sembler être une décision étrange, motivée par la fierté, aux fans contemporains, surtout quand tant d'acteurs aujourd'hui apprécient le défi des rôles transformateurs. Mais dans le système rigide des studios et la machine à fabriquer des stars du début d'Hollywood, l'image comptait énormément. Pour Bela Lugosi, abandonner cette image sans un mot prononcé ou un visage reconnaissable était une limite qu'il ne franchirait pas. Et ainsi, il perdit ce qui deviendrait l'un des rôles les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Anna May Wong était considérée comme trop chinoise pour un rôle chinois. Anna May Wong était une actrice sino-américaine pionnière qui a connu le succès à Hollywood durant l'ère du cinéma muet, se distinguant dans des films comme Piccadilly, 1929, et Daughter of the Dragon, 1931. Avec son allure saisissante, son style de jeu élégant et ses qualifications durement acquises, Wong espérait que l'arrivée des films parlants lui apporterait des rôles encore meilleurs, plus substantiels. Des rôles qui reflèteraient fidèlement son héritage et son talent. Mais le racisme profondément enraciné à Hollywood et les choix de casting étroits ont entravé ses aspirations à maintes reprises. L'incident le plus irritant et le mieux documenté s'est produit au milieu des années 1930, lorsque MGM a commencé le casting pour La Terre chinoise, une adaptation du roman lauréat du prix Pulitzer de Pearl Buck sur des paysans chinois. Wong semblait naturellement être le choix parfait pour Olan, l'héroïne digne et longuement souffrante. Elle était l'une des rares stars asiatico-américaines bankables à Hollywood, et elle voulait le rôle désespérément. Mais le studio en a décidé autrement. Ils ont choisi l'actrice blanche, Louise Reiner, grimée en jaune, pour le rôle de Olan, tout en proposant à Wong le rôle secondaire de Lotus, un personnage méprisable et moralement douteux. Insultée par la proposition de jouer une Dragon Lady caricaturale alors qu'elle était clairement la meilleure candidate pour le rôle principal, Wong a refusé le rôle secondaire. MGM a complètement retiré Wong de la production, la licenciant effectivement avant même qu'elle ne se présente devant la caméra. La raison était aussi bizarre qu'offensante. Les cadres du studio pensèrent que le public américain n'accepterait pas une histoire d'amour entre deux protagonistes authentiquement asiatiques. En d'autres termes, Anna May Wong était considérée comme trop chinoise pour jouer une héroïne chinoise. Cette décision n'a pas seulement privé Wong de ce qui aurait pu être son rôle décisif dans un film emblématique de l'époque, mais elle a également mis en lumière les pratiques de casting hypocrites et racistes d'Hollywood. Le licenciement de Wong du film La Terre chinoise reste un exemple notoire des normes déformées et des raisonnements préjudiciables de l'âge d'or d'Hollywood. Une étrange ironie dévastatrice dans laquelle la seule grande star américano-asiatique de l'époque a été écartée pour un personnage de sa propre ethnie parce qu'elle était trop authentique. Le refus de Lana Turner de s'habiller simplement a conduit à son licenciement. Dans les années 1950, Lana Turner était une actrice principale établie et une icône glamour d'Hollywood. Renommée pour sa beauté, Turner était devenue une star grâce à des films comme Le facteur sonne toujours deux fois et La rue des Dauphins verts. Elle était connue pour incarner sophistication et style, apparaissant souvent dans des rôles qui accentuaient son allure à la mode. Mais cette conscience de l'image lui coûterait un rôle dans le drame judiciaire d'Otto Preminger. Anatomie d'un meurtre, 1959. Preminger, un réalisateur innovant et exigeant, insistait sur le réalisme. Il voulait que le protagoniste féminin du film, Laura Manion, l'épouse troublée d'un accusé de meurtre, d'avoir une apparence crédible, quelque peu simple. Il envisageait des costumes simples qui reflétèrent la vie d'une petite ville plutôt que l'élégance d'une star de cinéma. Turner, cependant, ne partageait pas cette vision. Elle aurait rechigné à l'idée de porter la garde-robe plus modeste que Preminger avait choisie. Elle voulait des tenues qui correspondaient à son propre statut de star, des vêtements glamour qui mettraient en valeur son allure plutôt que l'ordinaire du personnage.
Ce désaccord au sujet des vêtements a rapidement pris de l'ampleur. Le refus de Turner de coopérer avec les exigences esthétiques de Preminger était perçu comme portant atteinte à l'intégrité artistique du réalisateur et à l'authenticité du film. Après une série de conflits, Preminger et le studio ont décidé que l'insistance de Turner sur le glamour hollywoodien, plutôt que sur le réalisme axé sur les personnages, ne fonctionnerait tout simplement pas. Ils l'ont renvoyé de la production et l'ont rapidement remplacé par la plus jeune et plus coopérative Lee Remick, qui a adopté la vision du réalisateur sans se plaindre. Le licenciement de Lana Turner d'autopsie d'un meurtre pour quelque chose d'apparemment trivial comme un désaccord sur les costumes montre comment les mains contrôlantes des réalisateurs et des studios peuvent entrer en collision avec l'image soigneusement entretenue d'une star. Dans le Hollywood d'autrefois, même une actrice vedette pouvait se retrouver sans emploi si elle refusait de se plier à la direction créative d'un film. Et cette fois, le point de discorde était sa tenue. Larry Parks a perdu sa carrière pour avoir refusé de donner des noms. À la fin des années 1940, Larry Parks semblait prêt à rester un acteur incontournable d'Hollywood. Il avait livré une performance qui faisait de lui une star dans The Jolson Story, un succès au box-office qui lui a valu une nomination aux Oscars et l'a établi comme l'un des jeunes talents prometteurs de Columbia Pictures. Le charme de Parks, ses interprétations émouvantes et son image saine en faisaient une valeur sûre et rentable dans le système des studios. Il a enchaîné avec Jolson Sings Again, renforçant sa réputation d'acteur talentueux et polyvalent. Mais quelques années plus tard, Parks se retrouverait rapidement et de manière choquante expulsé d'Hollywood, non pour une mauvaise performance, des retards ou des disputes contractuelles, mais pour des raisons enracinées dans la politique paranoïaque et impitoyable de l'époque. Au début des années 1950, le Comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants, UAC, entreprit sa croisade contre l'influence communiste présumée dans l'industrie cinématographique. De nombreux artistes, écrivains et réalisateurs furent appelés à témoigner, contraints soit de renier les associations de gauche passées, soit de risquer leur carrière en refusant de coopérer. Lorsque Parks fut convoqué en 1951, il prit une décision déchirante. Il admit qu'il avait été brièvement impliqué avec le Parti communiste des années auparavant, reconnaissant le fait ouvertement. Pourtant, Parks refusa de nommer d'autres personnes qui avaient participé. Il supplia en larmes le comité de ne pas le forcer à devenir un informateur, exprimant ses remords pour son passé mais refusant de trahir collègues ou amis. Cette position, à la fois pénitente et de principe, n'était pas ce que les puissants d'Hollywood voulaient entendre. Le climat de peur et de conformité de l'époque exigeait une soumission totale. En refusant de donner à la UAC les noms qu'elle souhaitait, Parks est devenu un problème pour son studio. Columbia Pictures, soucieuse des scandales, des répercussions politiques et des boycotts de l'industrie, a choisi de s'en distancier immédiatement. Le studio a annulé le contrat de Parks et l'a effectivement mis sur liste noire pour les futurs rôles majeurs. Sa carrière autrefois prometteuse a été anéantie presque du jour au lendemain. Contrairement aux licenciements dus à des désaccords artistiques, à des retards ou à des bizarreries personnelles, éléments emblématiques du vieux Hollywood, l'éviction de Parks était particulièrement sombre et grave. Il a été renvoyé non pas pour un échec sur le plateau ou une déception au box-office, mais parce qu'il avait fait le choix moral de ne pas détruire les autres pour se sauver lui-même.